Et ça nous fait chaud au cœur, bien évidemment, parce que c'est du travail, parce que ça nous permet de concrétiser la campagne contre le jumelage Marseille-Haïfa qu'on mène depuis plus de 2 ans et demi. Donc l'idée de cette conférence d'aujourd'hui, c'était justement de vous apporter la parole des premiers concernés, c'est-à-dire des habitants d'Haïfa eux-mêmes, qu'ils soient israéliens, palestiniens. C'est eux qui sont sur place, c'est eux qui vont pouvoir vous apporter la parole de ce qu'ils vivent. Et là, ils sont en train de s'installer et je tenais au nom de Union Palestine Marseille à les remercier très chaleureusement d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Alors, pour des questions de sécurité que vous allez comprendre, on vous demande de ne pas prendre de photos ni de vidéos, puisque bien entendu, quand ils vont rentrer en Palestine, ils risquent d'être contrôlés, voire arrêtés à l'aéroport. Nous avons des personnes qui sont là et qui ont leur rôle de filmer toute cette conférence qu'on mettra à disposition, mais pas avant que les personnes soient en sécurité chez elles. Donc on vous demande très gentiment de bien respecter cette consigne, sinon on se réserve le droit, bien entendu, de faire sortir les personnes immédiatement si jamais on les voit en train de filmer ou de prendre des photos. Encore une fois, c'est vraiment une question de sécurité pour les intervenants. Et pour terminer, donc on remercie bien entendu, comme à chaque fois, toutes les personnes qui sont là, bien entendu, et les organisations qui ont participé à pouvoir mettre en place cette conférence aujourd'hui. Sans vous, déjà, vous en premier, le public, sans ces organisations, on n'arriverait pas à tenir aussi longtemps. Là, petit rappel concernant Union Palestine Marseille, ça fait plus de 2 ans et demi aujourd'hui que nous organisons des manifestations tous les dimanches, que nous organisons des événements, que nous organisons des conférences, que nous organisons également des soirées de concerts dans lesquelles on récupère des bénéfices pour les envoyer directement à Gaza. Et ça, encore une fois, c'est pas possible sans le public et sans votre présence. Donc merci, je vais le répéter souvent, mais parce qu'on le pense sincèrement, merci infiniment de votre soutien inconditionnel d'abord à la cause palestinienne et ensuite au fait de pouvoir se porter parole ici en France et ici à Marseille concernant la solidarité avec la Palestine. Alors la solidarité aujourd'hui elle est criminalisée, on le sait toutes et tous. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, Union Palestine Marseille a fait le choix de mettre en place ces manifestations du dimanche de manière sécurisée. Comme dans plusieurs autres villes, après le 7 octobre, plusieurs personnes sont sorties dans toutes les villes de France et internationalement pour pouvoir s'exprimer. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de personnes frappées par la police, beaucoup de personnes arrêtées qui sont passées au tribunal. Et à chaque fois, on se rend compte que c'est toujours la même population qui se fait arrêter, toujours le même public. Et ça n'est pas dans les quartiers les plus riches où on va aller arrêter les personnes qui manifestent leur solidarité. Donc pour offrir un cadre à la jeunesse, un cadre sécurisé encore une fois pour pouvoir manifester, nous avons décidé d'organiser les manifestations cadrées entre guillemets, et de les déclarer. Le choix de faire la déclaration des manifestations au nom d'Union Palestine Marseille, encore une fois, c'est pour pouvoir porter la parole auprès des autorités et auprès de la population. Bien évidemment qu'il n'est pas normal aujourd'hui de devoir déclarer pour exprimer une solidarité. Bien évidemment qu'il n'est pas normal aujourd'hui de ne pas avoir le droit de se prononcer en faveur et en solidarité avec des peuples colonisés, des peuples opprimés. On parle de la Palestine aujourd'hui, on n'oublie pas le Soudan, on n'oublie pas le Congo, il y a l'oppression aujourd'hui et partout. Et malheureusement, l'actualité avec Trump fait que ça ne va pas aller en s'arrangeant et que si on ne s'organise pas aujourd'hui, partout dans le monde, ça ne va pas s'améliorer. C'est pas parti pour s'améliorer, je ne veux pas être négatif, mais ça ne s'améliore pas, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et encore une fois, si nous, la population, ne sommes pas solidaires les uns des autres, peu importe nos origines, peu importe nos confessions religieuses, peu importe nos orientations sexuelles, si on ne s'organise pas, si on n'avance pas ensemble, on est condamné à souffrir et condamné à endurer et à subir ce que les gouvernements nous font aujourd'hui. Donc voilà, Union Palestine Marseille a fait le choix justement
d'essayer de réunir les populations sur la question de la cause palestinienne, mais pas que, parce que évidemment tout ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui nous concerne, on se sent concerné et on se donne les moyens non seulement de pouvoir lutter, mais également de pouvoir apporter ces quelques valeurs de solidarité à notre entourage, à nos enfants, à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos femmes, à nos maris, parce que tout le monde ne se sent pas concerné et c'est notre rôle pour le coup là. On a un devoir et notre devoir justement c'est de pouvoir partager ces valeurs-là avec tout notre entourage et faire en sorte qu'ils y adhèrent et qu'eux aussi se mettent à lutter et à partager cette solidarité. Donc merci, parce que grâce à vous toutes et à vous tous, le nombre qu'on est là aujourd'hui dans cette salle en solidarité avec le peuple palestinien nous prouve que ça marche et qu'il faut qu'on continue encore plus et encore plus fort. Donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Comme on vous l'a dit, aujourd'hui le maître de cérémonie, ça sera Eyal. Et je vais le laisser vous présenter tous nos invités. Et encore une fois, merci infiniment de votre présence et merci de vos témoignages. D'abord, je suis Eyal Sivan. Merci tellement d'être si nombreuses. Donc, vous m'entendez là? Voilà. Alors d'abord, merci beaucoup d'être si nombreuses pour cette rencontre. Je suis extrêmement honoré d'être le maître de cette cérémonie qui est sur les signes de déjumelage, mais je pense qu'en parenthèse, on peut dire que c'est sous les signes de la co-résistance, qui d'une certaine manière fait face à l'idée un petit peu naïve de la coexistence. Je vais simplement vous expliquer que nous allons avoir deux tables rondes, une avec tous nos invités. Jusqu'à maintenant, sur les affiches, c'était 5 témoignages de Haïfa. En réalité, on a 5 invités qui nous ont fait l'honneur de venir de Haïfa. Des Palestiniens et des Israéliens. Mais d'abord, on va commencer avec donc on a 2 tables rondes. Vous allez avoir la possibilité, à la suite de la première, dans lesquelles on va essayer un petit peu de réfléchir, ou plutôt d'exposer dès la Nakba, donc de purification ethnique de la Palestine, 1948, s'il faut préciser, jusqu'à la réalité de l'apartheid. C'est-à-dire qu'on est dans le présent. Notre deuxième table ronde, toujours avec les mêmes invités, dans lequel il y aura après des questions-réponses un petit peu plus larges. Elle est sur Haïfa, comme ville de la complicité, de la répression et de la résistance. On va commencer par dévoiler ou raconter un petit peu la genèse de ces jumelages extrêmement politiques finalement entre la ville de Marseille et Haïfa, les premiers jumelages français avec une ville israélienne. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'inviter un ami qui est le professeur Vincent Gesser de CNRS, de l'IRM, et évidemment de l'université d'Aix-Marseille. Donc, Vincent, j'ai le premier, et maintenant on va dévoiler, je vais les appeler par leur nom et je vais vous les présenter après la petite intervention de Vincent. On a Majd Eyal, voilà. On a Majd Eyal, Souheir Assad, Souheir Assad, Ronen Benarié, je présente Chaka, merci Ronen, Bachar Ali, et la dernière bijou de la résistance à Haïfa, qui est Gaïa Tam. Vincent, je te laisse la place. Attention.
Ouais. Bonjour et merci beaucoup Ariane et à vous tous au comité pour cette invitation. Effectivement, la tâche qui va m'être donnée, c'est effectivement de restituer cet historique et ce développement du jumelage entre Marseille et Haïfa, dont d'ailleurs Ariane a rappelé que c'était un jumelage profondément politique. Alors, pour me situer, je ne travaille pas spécialement sur les relations entre la ville de Marseille, la Palestine et Israël, mais dans mon travail de recherche, j'étais amené à travailler sur les archives de la ville de Marseille et plus précisément sur les archives des maires de Marseille. Et j'ai mis la main, si je puis dire, par hasard, entre guillemets, sur les archives du cabinet de Gaston Defferre, archives qui sont à la fois des archives officielles, mais qui étaient remplies d'archives personnelles, où Gaston Defferre décrivait ses voyages en Israël, ses réservations d'hôtels, ses achats au free shop, donc extrêmement des détails sur son rapport à Israël et de manière plus précise sur son rapport à la ville de Haïfa. Donc, premier diapo, je ne sais pas si votre... Voilà, première diapo. Deuxième diapo, mais je crois que votre... voilà, deuxième diapo, c'est effectivement l'un des premiers jumelages en France avec une ville israélienne. Et on peut le dire, dès 1958, Marseille est une ville pionnière des jumelages avec les villes israéliennes. Elle sera suivie par d'autres villes, mais Marseille est la première. Elle est la première sur le plan chronologique, mais elle est aussi la première eu égard de la centralité de ce dossier dans la politique municipale. Et on peut considérer que d'ailleurs, les mairies de Marseille et la municipalité d'Effer a tout de suite considéré ce jumelage comme un dossier relevant de la prérogative du maire et du cabinet du maire. C'est-à-dire que la relation avec Haïfa est tout aussi importante presque que la politique de l'environnement, la politique de transport, et la mairie de Marseille a tout de suite attaché une importance au point d'en faire un dossier central. Et d'autre part, ça c'est vrai du point de vue de la municipalité de Marseille et de Gaston Defferre. Je rappelle pour les plus jeunes que Gaston Defferre a été maire de Marseille pendant plus de 30 ans, quasiment de la Libération, puis ensuite on a le Parti communiste et le maire gaulliste a pris sa place, il est redevenu maire, donc c'est un maire qui a beaucoup imprégné la politique marseillaise, à tel point qu'on dit que même la municipalité d'aujourd'hui est l'héritière du système Defferre. Donc ça a de l'importance de le dire, c'est qu'on n'est pas sorti du système Defferre, alors que bien sûr Defferre est mort depuis 1983. Importance aussi du point de vue des Israéliens, et moins paradoxalement de la mairie d'Haïfa que des autorités d'Israël. Les autorités d'Israël ont toujours considéré Marseille comme une des villes qui était la principale défenseuse des intérêts israéliens. C'est-à-dire qu'elle considérait que Marseille, ce n'était pas une ville parmi d'autres, mais c'était la ville française qui allait plus loin dans la défense des intérêts de la survie et de la sécurité de l'État d'Israël. Donc ça, c'est un premier point. Marseille, ville pionnière. Marseille qui considère que ce jumelage avec Haïfa, c'est un jumelage politique, c'est un jumelage stratégique qui dépasse très largement les aspects anecdotiques, folkloriques ou, je dirais, purement humanitaires. Deuxième, je dirais, élément, c'est que la proximité de la ville de Marseille et la création du jumelage en 1958, qui sera d'ailleurs renforcé en 1962, c'est la deuxième date importante, puisque Gaston Defferre, maire de Marseille, va devenir le président d'honneur du comité de jumelage entre Haïfa et Marseille. C'est-à-dire que le maire lui-même est président de l'association qui vise au rapprochement avec la ville de Haïfa. Et que de ce point de vue-là, Marseille va jouer un rôle, et le maire de Marseille va s'impliquer personnellement, non seulement dans ce jumelage, mais tous les voyages de Gaston Defferre en Israël sont considérés par l'État d'Israël comme des voyages officiels d'une personnalité française.
C'est-à-dire qu'Israël ne considère pas simplement qu'ils reçoivent le maire de Marseille, mais qu'ils reçoivent Gaston Defferre, ancien ministre socialiste SFIO, qui est une personnalité qui est accueillie par un protocole spécifique en Israël, qui voit même la presse israélienne rendre compte de ses voyages en Israël, et qui le dit d'ailleurs. Bienvenue, alors parfois avec des fautes d'orthographe, parce que c'est écrit en français dans des journaux hébreux, bienvenue à M. Gaston Defferre et son épouse, le meilleur ami d'Israël. Vous voyez, donc c'était très très clair. Et les voyages ont tellement un caractère officiel, du point de vue de la mairie de Marseille, que Gaston Defferre, il ne se contente pas de rencontrer le maire d'Haïfa, ou les conseillers municipaux d'Haïfa. Mais là, j'ai retrouvé tous les courriers d'échange entre Gaston et les personnalités israéliennes, il va rencontrer David Ben Gourion, Golda Meir, Moshe Dayan et bien sûr Shimon Peres. Donc de ce point de vue-là, le maire de Marseille se considère comme un émissaire, un défenseur, un représentant de l'État français et aussi des défenseurs des intérêts israéliens du point de vue de la société française. Et ce qu'on trouve d'ailleurs dans les archives de la ville de Marseille sont éloquents. Alors, c'est un vrai débat que je vais avoir avec Eyal et vous tous. Je ne dis pas qu'il y a un sionisme sincère et il y a un sionisme opportuniste. Mais on peut dire que Gaston Defferre était un sioniste convaincu au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il était formé à l'idéologie sioniste lui-même, il se réclamait du sionisme lui-même. C'est pas, je pense par exemple que Jordan Bardella, Marine Le Pen et l'extrême droite, c'est pas des sionistes, c'est des pro-israéliens occidentalistes. Ce qui n'est pas la même chose. Et je vous invite à vraiment faire la différence entre ce qu'a pu être une génération de leaders socialistes français comme Pierre Mauroy, Gaston Defferre et d'autres, qui étaient des sionistes au sens qu'ils adhéraient à l'idéologie sioniste. Et Gaston Defferre, je n'ai pas le temps de vous le citer, a des passages sur Israël, genre c'est l'État d'avenir, c'est l'État démocratique, c'est un modèle de développement, regardez ces beaux kibbutz à tendance socialiste. Et il disait même, tiens, pourquoi pas pour Marseille, on créerait des kibbutz pour relancer l'économie marseillaise. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il en était fasciné. Une fascination, bien sûr qu'on peut critiquer, bien sûr qu'on peut condamner, mais qui était sincère. Attention, la sincérité ne veut pas dire aveuglement, ne veut pas dire forcément ouverture. On peut être sincère et être aveugle. On peut être sincère et faire une politique qui est effectivement une politique de collaboration avec un État qu'il percevait non pas comme un État colonial, mais essentiellement comme un État victime. Et de ce point de vue-là, on peut dire, oui, bon, d'accord, c'est symbolique, il aime Israël comme la génération des leaders socialistes à l'époque de la SFIO et du Parti socialiste de son époque, il défend les intérêts israéliens dans son parti, mais aussi auprès des personnalités de l'État, y compris de droite, puisque Defferre était un ancien résistant qui avait énormément de relations avec des ministres gaullistes qui avaient fait de la résistance avec lui, mais il y a aussi des effets concrets. Par exemple, et là c'est un peu à l'envers de ce qu'on connaît aujourd'hui, vous savez que pendant la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour, un certain nombre de bateaux transportaient des armes, non pas pour Israël cette fois-ci, mais pour des États qui étaient par exemple l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Et j'ai retrouvé dans les archives un telex de Gaston Defferre en 1973, je ne sais pas si on l'a ce telex, peut-être notre prochaine diapo, non c'est pas celui-là, mais peu importe, dans lequel il dit nommément au ministre des Affaires étrangères, il faut stopper ce bateau rempli d'armes au profit des pays arabes, et si vous ne le stoppez pas, je demanderai aux dockers de la ville de Marseille de le stopper. Donc vous voyez, il y avait un effet très direct là, alors, je ne pense pas que c'était la CGT, c'était plutôt un autre syndicat, mais il y a peut-être des gens sincères dans le syndicat, c'était, je pense, pour faire plutôt force ouvrière, entre guillemets. Mais voilà, donc de faire relier complètement la politique locale à la politique nationale. Il pesait aussi, il intervenait auprès des ministres gaullistes ou des ministres de droite pour leur dire, camarades, plutôt combattants, compagnons de la libération, n'oubliez pas que c'est un État démocratique, il faut le défendre. En tant que sénateur-maire de Marseille, en tant qu'ancien ministre, en tant que résistant, je vous demande d'interrompre ou de faire que ces bateaux qui livrent des armes aux États arabes autoritaires et antidémocratiques soient stoppés. Troisième dimension, et c'est troisième dimension, non, on revient, ouais, c'est que Gaston Defferre était aussi relié à quelque chose qui a longtemps, moi j'ai beaucoup travaillé sur le Parti socialiste, était relié par des amitiés que je dirais politiques et idéologiques
avec le Parti travailliste israélien. On ne peut pas comprendre les liens entre les socialistes français, qui quand même ont été au gouvernement en France pendant très longtemps, à partir de 80, sans parler de cette fraternité de camaraderie socialisante. C'est-à-dire que les liens entre le Parti travailliste et le Parti socialiste français ont été forts. Le Parti socialiste français, pour avoir travaillé dessus, était le principal défenseur au sein de l'Internationale socialiste, qui regroupe tous les partis sociaux-démocrates et socialistes du monde, du maintien du Parti travailliste. Les partis scandinaves, je crois aussi le parti espagnol, voulaient exclure le Parti travailliste de l'Internationale socialiste, et la France était le seul parti socialiste qui réclamait le maintien du Parti travailliste dans l'Internationale socialiste. Attention à ne pas commettre une erreur, et ça c'est une erreur qu'on commet souvent, ce n'était pas un fait communautaire. Ceux qui ont défendu les positions pro-israéliennes au sein du Parti socialiste n'étaient pas juifs. Pas forcément de faire, il n'était pas juif, il était protestant. Alors c'est vrai qu'il disait souvent « je suis protestant mais je me sens juif ». Mais ce n'était pas une question communautaire. Il y avait des juifs du Parti socialiste qui étaient critiques d'Israël, du Parti socialiste de toute origine, souvent athées, agnostiques, qui étaient pro-israéliens. Donc ça, il faut quand même leur rappeler. Les solidarités au sein du Parti socialiste à l'égard d'Israël n'avaient pas forcément une dimension communautaire. La preuve en est donnée par Marseille, ville défenseur des intérêts israéliens, dans laquelle les socialistes étaient plutôt protestants, catholiques ou agnostiques. Je vais finir par deux dimensions. C'est effectivement à Marseille, et ça c'est quelque chose d'actualité, la question du soutien à Israël emprunte aussi une dimension clientéliste. Pourquoi? Parce que les politiques français en général, mais les politiques marseillais en particulier, considèrent juifs égal israéliens. C'est triste à dire. Ils ethnicisent, ils communautarisent, ils racialisent l'appartenance juive, et comme dit très bien Eyal Sivan, une forme de on colonise l'identité juive en l'apposant à l'identité israélienne. Et pour un maire de Marseille, encore aujourd'hui, sous Gaudin, l'idée que les juifs de Marseille sont majoritairement, nécessairement, obligatoirement, naturellement pro-israéliens, va de soi. Donc, quand toute cette politique clientéliste marseillaise va se développer, il s'agit de soutenir d'abord les associations juives pro-israéliennes. Celles qui ne sont pas pro-israéliennes sont considérées comme marginales, anormales ou relevant de la psychiatrie, d'une certaine manière. Un juif qui ne soutient pas Israël, dans, je dirais, la représentation d'un maire de Marseille, c'est un juif qui n'est pas normal. Donc il faut peut-être Mais quand je dis ça, j'ai l'air d'exagérer, mais c'est réel. Et de faire, effectivement, à plusieurs interviews que j'ai pu lire dans la presse française, mais aussi dans la presse israélienne ou dans la presse internationale, et pour lui, identité juive et identité israélienne, ça participait de la même, je dirais, moteur, de la même motrice, de la même problématique. Il n'arrivait pas à comprendre qu'on pouvait être juif et critique d'Israël, ou juif n'ayant pas d'avis particulier sur la question israélienne. Alors, qu'en est-il? Même si De Fer disait « je ne cours pas après le vote juif », malgré tout, les mécaniques locales, pas les traditions, mais les pratiques locales du politique, fait quand même qu'il y avait une tendance à chasser les votes communautaires, vote arménien, vote pied noir, même si De Fer était critique à l'égard des pieds noirs, il en est devenu même un défenseur, et bien sûr ce qu'ils appelaient ce fantasme du vote juif, pensant qu'il fallait faire plaisir, pour faire plaisir à la communauté juive de Marseille, il fallait nécessairement tenir un discours pro-israélien. Ça c'est quelque chose qui est très ancré, si je puis dire, dans la psyché des politiques marseillais. Dernier point, la continuité. Est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? 30 ans de règne, 30 ans de politique de défense de l'État d'Israël, même si De Fer avait parfois des positions plus nuancées sur d'autres dossiers. Il faut quand même lui rendre hommage, et c'est que par exemple pour le 17 octobre 61, qui a vu le massacre de centaines d'Algériens dans la Seine à Marseille, De Fer est le seul parlementaire français à s'être condamné les actions de la police française. Donc il n'y avait pas que seulement Sébastien Leloup, il y avait aussi Gaston De Fer. Et en disant, je ne différencie pas, je différencie l'immense majorité de la police de cette police raciste. Il avait d'ailleurs été appuyé dans ses revendications de la création d'une commission d'enquête pour enquêter sur les crimes racistes de la police française. Il avait d'ailleurs été appuyé par des policiers républicains. Malheureusement, c'est moins fait aujourd'hui. Pour vous dire que de ce point de vue-là, De Fer était un homme complexe, très partisan d'Israël, persuadant que c'était l'économie du kibbutz, que c'était l'avenir de la démocratie, à tel point que quand lui qui était partisan vers la fin de l'indépendance de l'Algérie, disait, pour l'Algérie, du FLN, le modèle c'est Israël.
Il disait ça, et il appuyait ça sur Israël, c'est un pays multicommunautaire, fraternité entre arabes et juifs. Regardez, au lieu d'avoir une économie socialiste, soviétique ou chinoise, mais algérien, créez des kibboutz chez vous, et vous verrez, vous serez heureux. Et il l'écrit pas n'importe où, il l'écrit pas dans des notes personnelles, il l'écrit dans le Provençal, qui est lu à l'époque, maintenant c'est moins vrai, par tous les Marseillais. Le Provençal, c'était le journal Bordeaux espagnol. Alors, je finis par des comptes. Continue ou pas continuité? Oui, Jean-Claude Gaudin, effectivement, du point de vue du jumelage, il continue. C'est-à-dire que Jean-Claude Gaudin, Benoît Payan vont continuer la logique du jumelage avec Israël. Continuité également dans cette conception clientéliste. Être ami avec les Juifs, c'est être pro-israélien. Continuité aussi, je dirais, dans le souci d'avoir des bonnes relations avec les officiels israéliens. Mais pour moi, Gaudin, surtout Gaudin, et aussi Benoît Payan, ne sont plus dans un sionisme, je dirais, convaincu, émerveillé. Ce sont des gens qui sont pro-israéliens par pragmatisme, par peur, par prudence, et je dirais le mot par lâcheté. La lâcheté. Moi, c'est un vrai débat que j'ai beaucoup travaillé sur le Parti socialiste. J'ai travaillé sur les élus socialistes. J'ai été invité par des élus socialistes. Il m'arrivait d'employer des fois le mot Israël, même pour parler de cuisine israélienne. Ils avaient peur, c'est-à-dire qu'il y a une lâcheté. C'est-à-dire qu'ils font de cet État une sorte de monstre, mais eux-mêmes finalement arrivent à accréditer que c'est un État exceptionnel, et parce qu'ils pensent que c'est un État exceptionnel, ils ont peur même d'émettre une critique normale. Un Premier ministre, il n'ose même pas critiquer un ministre d'extrême droite. Il n'ose même pas critiquer un ministre qui commet un génocide, parce qu'ils ont peur, et la peur est souvent, malheureusement, en politique, un symptôme et un facteur de lâcheté politique. Ne pas critiquer l'État d'Israël quand il commet un génocide, c'est de la lâcheté, c'est de l'aveuglement, et quelque part, c'est faire une exception qui n'est pas normale et qui est profondément immorale. Deuxième conclusion. D'abord, je crois qu'il est important pour nous, citoyens de Marseille, nous sommes Marseillais, nous aimons cette ville. Il faut que la politique étrangère devienne une question citoyenne. Ce n'est pas le monopole d'un État et d'un ministre des Affaires étrangères. La politique étrangère de la France doit se décider au Parlement, mais aussi dans les collectivités locales. Et donc, nous devons réinscrire la politique ou nos relations avec Israël dans la politique municipale. C'est une affaire de citoyens, ce n'est pas une affaire de diplomates professionnels. Et c'est parce que nous ferons pression en tant que citoyens sur les diplomates, sur le Quai d'Orsay et sur le président de la République que nous obtiendrons des changements en politique étrangère. Il faut rapatrier la politique étrangère dans la société et dans la citoyenneté. Bravo. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les jumelages, d'accord, on dit oui, jumelage avec telle ou telle ville, c'est folklorique, la danse du ventre, le couscous, c'est folklorique, le drapeau ukrainien sur la mairie de Marseille, ils en ont rien à foutre de l'Ukraine. Absolument. Ils en ont absolument rien à foutre de l'Ukraine, mais on met le drapeau. Non, les jumelages, c'est aussi une question de justice sociale, de droit international et d'engagement humaniste. Et en tant que citoyens et électeurs de cette ville, nous devons avoir une politique municipale qui est conforme aux engagements du droit international et démocratique de la France. Dernier aspect, je dirais que l'appel aux deux jumelages Marseille-Haïfa doit se faire avec tous nos collègues juifs et palestiniens de Haïfa qui croient justement à une réforme radicale de cet État qui aujourd'hui mène une politique raciste. Et de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il est important, comme ce soir, comme aujourd'hui, d'avoir un dialogue permanent, des mobilisations et des luttes permanentes avec les Palestiniens et les Juifs d'Israël pour que ça change de l'intérieur. Et ça, c'est important. Et je vous remercie, Yann, d'avoir fait ça. Et dernier aspect qui me semble aussi très important. On nous dit très souvent, oui, mais attention, la critique d'Israël, ça peut induire aussi des dérapages communautaristes, ça peut induire des formes d'antisémitisme. Moi, je suis à l'aise avec ça. Moi, j'ai toujours été élevé, socialisé dans la mémoire du plus jamais ça, plus jamais de génocide, plus jamais de génocide à je veux dire, plus jamais de génocide au pluriel, plus jamais de génocide à Gaza. Et c'est parce que je me sens un héritier de ces mémoires
et quelque part que la question de la Shoah est centrale dans ma vie et dans ma socialisation enfantine, que je dénoncerai toujours le génocide de Gaza. Bravo.